Les nouveaux algorithmes de YouTube étant friands de commentaires et pouces en l'air comme disent les jeunes, N'hésitez pas à vous exprimer si vous voulez aider à un meilleur référencement de la chaîne. Bisous. Dans la famille Patapoum, la grand-mère. Oh putain! Yes! Famille, mec! Salut les internets, c'est les squatteurs de ciné et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et surtout bienvenue à toi dans cette année 2018 Thomas, bonne année donc. Mais bonne année à toi aussi mon petit Thibaut. Bah écoute, tu es bien urbain, ça me fait bien plaisir. Et bonne année à vous tous, et pour commencer en beauté cette belle année 2018, on a décidé de vous parler de Molly's Game, ou en français Le Grand Jeu, le premier film en tant que réalisateur du scénariste Aaron Sorkin. Et on commence, comme d'habitude finalement, par ta petite présentation Thibaut. Eh bien allons-y, c'est parti. Le Grand Jeu d'Aaron Sorkin, dramaturge, scénariste et réalisateur américain né en 1961. Après une adolescence passée sur les planches de différentes formations théâtrales, il obtient en 1983 son diplôme des Beaux-Arts avec une spécialisation en comédie musicale à l'université de Syracuse. Puis départ pour New York où il écrit et monte des pièces qui sont jouées off-Broadway avec notamment A Few Good Men qui connaîtra une adaptation ciné remarquée quelques années plus tard. Cinéma justement où il écrit dans les années 90 les scénarios de Malice et du Président et Miss Wade et fait office de script doctor sur des productions telles que Rock ou Ennemi d'État. Passage par la petite lucarne au début des années 2000 où il fait naître l'âge d'or des séries télé en devenant showrunner de The West Wing à la Maison Blanche en VF qui sera couronné de multiples récompenses et remet le couvert en 2012 avec entre autres The Newsroom sur les coulisses d'une chaîne d'infos. Conteur et dialoguiste hors pair, il scénarise des histoires denses et complexes avec La guerre selon Charlie Wilson en 2007, The Social Network en 2010, Le Stratège en 2011 et Steve Jobs en 2016, le tout bardé d'une flopée de récompenses. Côté casting, on retrouve dans le rôle principal Jessica Chastain aperçue dans Take Shelter, Interstellar ou prochainement à l'affiche du nouveau film de Xavier Dolan. Idris Elba, flic torturé de la série Luther, est présent cette année dans le très moyen La Tour Sombre. Et Kevin Costner, star adulé des années 90 avec des films comme Danse avec les loups, Robin des Bois Prince des voleurs ou Waterworld. Eh bien écoute, merci Thibaut encore une fois pour cette superbe présentation. Mais le grand jeu, de quoi ça parle? Eh bien écoutez, c'est tout simplement l'histoire vraie de Molly Bloom, une américaine ancienne championne de ski à boss, qui après un grave accident s'est reconvertie un peu par hasard dans l'organisation de parties de poker clandestines. Et elle a fini par brasser des millions de dollars grâce à des tables autour desquelles se réunissaient des grandes stars hollywoodiennes, des industriels ou encore des sportifs célèbres. Bien sûr, tout ça c'était avant que le FBI et la mafia s'intéressent un petit peu de trop près à ces parties et ne viennent y mettre leur petit grain de sel. Tout un programme, mon ami Thibaut. Alors c'est vrai qu'avant de se lancer dans ce projet-là, Aaron Sorkin a longuement hésité parce que dans les principaux protagonistes impliqués dans ces parties de poker clandestines, il y avait des amis à lui ou des personnes avec lesquelles il avait travaillé ou d'autres avec lesquelles il souhaitait travailler. Et même si le film essaye de les cacher au maximum, on peut citer quand même en vrac Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Ben Affleck ou même l'enfant star des années 90 Macaulay Culkin. Et même si Aaron Sorkin a pris soin de préserver l'anonymat de certaines personnes, après quelques recherches rapides sur le net, vous pourrez facilement trouver que le fameux Player X, interprété par Michael Cera dans Molly's Game, n'est autre que Tobey Maguire. Tu es fait, Batman, j'étais pris dans ma toile. Carré d'as. Oh non, sauve qui peut. C'est donc la première fois qu'Aaron Sorkin se lance dans la réalisation. D'ailleurs, au départ du projet, il n'avait été annoncé que comme scénariste et c'est plus tard qu'il a été confirmé en tant que réalisateur. Et côté réalisation justement, écoutez, moi je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire finalement, c'est très classique, assez académique. Ça manque peut-être un peu de personnalité finalement. Ouais, c'est pas faux. Après, petite anecdote sur la réalisation, il faut savoir que si le film a bien été tourné avec des caméras ultra modernes, numériques, etc., les objectifs que la chef-op Charlotte Christensen a tenu à utiliser sont des objectifs anamorphiques qui datent des années 60, ce qui lui a permis, d'après elle, d'obtenir la profondeur de champ idéale en conditions de tournage studio, c'est-à-dire avec des arrière-plans très adoucis. Voilà, ça c'était vraiment pour l'anecdote. Alors c'est un vrai rise and fall comme les aiment tant les Américains, c'est-à-dire l'ascension fulgurante d'un personnage parti de rien pour aller vers son inexorable chute et terminer par la fameuse rédemption. D'ailleurs ce film a été pas mal comparé au Loup de Wall Street de Scorsese, jusque dans la com du film, où on nous dit très clairement que c'est le Loup de Wall Street au féminin.
Encore une fois, pour expliquer au spectateur lambda vers quel genre de film il va s'embarquer. Ouais, des fois qu'on soit trop con pour le comprendre tout seul, vaut mieux être prudent. Exactement. En tout cas, c'est vrai qu'il partage quand même pas mal de similitudes avec cet autre film, parce que les deux personnages ont véritablement existé, ces deux personnages se sont fait un fric pas possible de manière illégale, ils se sont fait rattraper par la justice, et puis finalement, ils ont réussi à se relever, donc bon voilà, comme les deux protagonistes principaux finalement. Mais franchement, ce n'est pas du niveau d'un Scorsese quand même, faut pas déconner, même si ça en emprunte quand même pas mal les codes. On pense notamment aux Affranchis ou au Casino pour ce côté voix off explicative. Ceci dit, je peux très bien comprendre que pour une première réalisation, il ait voulu faire dans l'académique, mais dans l'efficace. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais regarde, la construction en elle-même, elle a rien de très innovante. On a affaire à un film avec deux phases narratives distinctes. Une première au temps présent où Jessica Chastain, donc, qui interprète Molly, fait face à la justice aux côtés de son avocat, interprété lui donc par Idris Elba. Et une deuxième phase narrative avec des flashbacks qui cette fois-ci sont racontés en voice-over par Molly elle-même, où elle se permet même par moments de mettre pause dans l'action pour donner des détails explicatifs sur certaines des choses qui sont en train de se passer. Bref, c'est efficace encore une fois, mais c'est déjà vu. Mais le vrai talent de Sorkin, c'est bien évidemment son écriture. Hein. Comme tu le sais mon cher Thomas, je suis friand de son travail, hein, comme disent les jeunes. C'est comme le mec qui a popularisé le walk and talk, hein, cette fameuse technique qui consiste à faire parler les personnages tout en marchant. Ça a depuis été repris dans de nombreuses séries, hein, comme Doctor House ou Game of Thrones, hein, pour ne citer qu'elle. Et quand même, il s'est fait la spécialité des biopics, et c'est avec son écriture hyper bien rythmée, hyper intelligente, qu'on peut avoir des petites pépites et des scènes hyper bien écrites, comme par exemple la scène du plaidoyer avec d'Idris Elba avec le procureur, ou même vers la fin du film, cette scène où Kevin Costner se retrouve avec sa fille Jessica Chastain sur le banc dans un parc. Bref, c'est hyper bien écrit, c'est très bien ciselé, et ça s'écoute finalement comme de la musique. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je trouve qu'en fait, le film a les défauts de ses qualités. D'accord, les dialogues sont magnifiquement bien écrits, c'est vrai. Faut être idiot pour dire le contraire, mais en fait, il y en a juste trop. C'est ultra bavard. Mais c'est ce qu'on demande à Sorkin, c'est des putains de dialogues intelligents que t'aimes écouter, quoi. D'accord, mais des discussions, il n'y a que ça dans le film, c'est des gens qui discutent. Alors d'accord, c'est bien, mais c'est pas la seule façon de faire avancer une histoire, je trouve. Ça manque un peu d'action, ça manque un peu de vivacité. D'accord, c'est pas non plus mot du genou, mais enfin, c'est un peu longuet quand même. Oh, putain, mais c'est sûr, toi, s'il n'y a pas des robots qui se tapent sur la gueule, ça te plaît pas, évidemment. Attends, tu veux dire que deux personnes qui discutent face à une caméra, c'est chiant? Je trouve ça quand même curieux de la part d'un fan de Tarantino qui quand même excelle aussi dans sa science du dialogue. Je suis d'accord avec toi, sauf que la différence c'est que Tarantino, des dialogues comme ça, très bien écrits, très intelligents, il en met que quelques-uns par film, et du coup ils ressortent vraiment comme des scènes fortes. Sauf peut-être dans le dernier, hein, Les 8 salopards, qui justement pour moi est un de ces films que j'aime le moins, parce que il souffre un peu de ce même défaut, c'est trop bavard tout simplement. À part les dialogues, il y a un autre truc qui ressortait bien dans le film. Ah bon, quoi? L'énorme décolleté de Jessica Chastain. Il y a des moments où j'avais du mal à me concentrer, tu peux me croire. Putain, mais est-ce que t'es lourd? Ouais, je sais. Je voudrais pas qu'on croie que j'ai détesté le film, hein, c'est clairement pas le cas, mais il y a quand même autre chose qui m'a un petit peu gêné, c'est le regard trop bienveillant qui est porté sur ce personnage de Molly. Je trouve que la vision que nous en donne Sorkin est un petit peu trop complaisante. Il essaie d'en faire une héroïne alors que c'est quand même une nana qui a failli partir en prison, quoi. J'ai rien contre l'idée que chacun mérite une rédemption, mais là, tout le long du film, elle nous est présentée comme une victime. Alors d'abord victime d'un accident, puis d'un salaud de patron, puis de la mafia, puis de son père, etc. etc. Bref, même si le film insiste bien sur le fait qu'elle aurait pu mieux s'en sortir en balançant à la presse ou à la justice les célébrités qui ont participé à ces parties et qu'elle a refusé de le faire pour les protéger, ok, elle a eu ce mérite-là, mais ça n'en fait pas d'elle la blanche colombe que nous montre, quoi. Elle a gagné quand même des millions avec une activité qui n'est peut-être pas si illégale que ça, d'accord, mais qui est quand même moralement franchement discutable. Bah moi je suis pas vraiment d'accord avec toi, figure-toi, je trouve pas particulièrement que ce soit bienveillant. C'est même d'ailleurs la première fois que Sorkin porte un personnage féminin à l'écran et la montre totalement consciente de ses actes. Non, moi j'ai plus vu la lutte et la détermination d'une femme dans un monde d'hommes qui, pour le coup, même si elle est toujours habillée sexy, n'use pas de ses charmes pour piéger ses clients, et ça c'est assez rare pour être souligné. On ne nous montre d'ailleurs même aucune image de sa sexualité. On peut même se demander jusqu'où vont ses motivations, car à un moment, dans le film, elle ne veut pas balancer les noms de ses clients pour ne pas salir son nom de famille. Elle a surtout de gros problèmes avec son père, et je pense que le personnage est beaucoup plus complexe que tu ne le suggères. Pour moi, le grand jeu mérite la note de 3 Wonderbras sur 5. Un Rise and Fall contemporain et sympathique où la science du dialogue d'Aaron Sorkin est véritablement portée à son paroxysme, peut-être un brin bavard et complaisant à mon goût, on suit néanmoins avec plaisir cette histoire rocambolesque qui nous prouve une fois de plus que la réalité dépasse souvent la fiction. Je n'ai pas été déçu par l'une de mes plus grosses attentes de ce début d'année 2018, c'est donc logiquement que je lui colle la note de 4 paires de skis sur 5.
Sorkin démontre une fois de plus sa maestria quand il s'agit de raconter une histoire complexe, rythmée par une musicalité des dialogues dont il a le secret. Bref, j'ai bu ça comme du petit lait, comme disent les jeunes. C'était les squatteurs de ciné, merci d'avoir regardé cette vidéo. Oui Thomas, je sais, t'as gagné, c'est Montagne Famille, on a compris. Bon, nous on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée à un nouveau chef-d'œuvre du cinéma contemporain. N'oubliez pas de nous laisser vos petits commentaires, de mettre des pouces en l'air pour nous aider, soutenir la chaîne. Et d'ici là, n'oubliez pas, Les films c'est mieux au cinéma. et sans popcorn, c'est toujours plus sympa. Ciao.